Par être questionner le réel, ça passe aussi par un questionnement de l'histoire. Ça, vous le faites de plusieurs manières. Par le biais de certains essais aussi, puisque là c'est un pan de l'histoire culturelle qui est abordé, et l'utopie du logiciel libre quelque part, même si c'est un pan de l'histoire culturelle très très proche. Il y a les rééditions dont on a vu Mirbeau, dont on a pu entendre un extrait au début de Mirbeau. Est-ce que tu pourrais nous dire aussi quelque chose sur les précurseurs de la décroissance? Est-ce que c'est une manière d'interroger un discours passé et de justifier de sa pertinence actuelle? Oui, ouais, cette question de l'histoire, ou en tout cas de la profondeur historique, ouais, il me semble que c'est une question importante. Tu parlais de l'utopie du logiciel libre, donc je ne sais pas si vous êtes un peu familier, mais je suppose que oui, avec ce qu'implique le logiciel libre aujourd'hui. Donc, cette idée qu'on puisse créer des outils qui soient adaptés à l'informatique, et qui soit le produit de collaboration, de production collective et d'amélioration des projets initiaux, des noyaux initiaux, par la participation de plusieurs spécialistes des logiciels, les hackers. Donc, chaque logiciel a sa base et toute personne qui se l'approprie peut l'adapter à ses besoins, et une fois qu'il l'a adapté, le remettre au pot de la communauté, et donc proposer à la communauté un outil qui est un peu plus souple, un peu plus flexible, un peu plus, et à nouveau améliorable. En fait, cette idée-là, je réponds à ta question, elle est pas propre à la technologie numérique contemporaine. On en trouve des formes bien antérieures. Moi, j'habite à Lyon, donc dans une région où s'est développée l'industrie de la soie entre le XVIe et le XIXe siècle. Vous avez tous entendu parler du métier jacquard. Le métier jacquard est l'exemple, par son nom même, à un moment donné, d'une appropriation d'un outil par quelqu'un qui a su en développer la publicité, en revendiquer la paternité, et puis déposer un certain nombre de brevets qui ont fait que on identifie ce métier à tisser qui est le métier performant de la fin du XIXe siècle. Et en fait, le métier jacquard, c'est le produit d'un processus qui a été collectivement mis en place à Lyon au XVIIIe siècle, qui, dans le cadre de la grande fabrique lyonnaise, donc la fabrique des soieries lyonnaises, qui était une forme d'institution de la création collective d'outils de fabrication. Donc cette idée que tout artisan cannu dans sa pratique du travail de la soie apportait forcément dans son travail quotidien des petites améliorations au premier métier à tissier qui, pour les plus anciens, datait du XVIIe siècle ou du XVIe siècle, introduisait un système de circulation de la navette ou de soulèvement des trames, peu importe. Toute personne qui apportait ces améliorations-là à son métier à tisser était tenue par son adhésion à la grande fabrique lyonnaise de reverser au pot de la collectivité son innovation, de proposer à tous ceux qui voudraient se l'approprier des logiques d'enseignement de la pratique de cet outil nouveau. Et par agrégation, en l'espace de 150 ans, on est passé de choses très simples, de métiers à tisser qu'on tenait sur le genou et puis qu'on manipulait plus ou moins confortablement, à une espèce de grand outil qui a permis ensuite, grâce aux brevets notamment, et puis grâce à la logique industrielle, de faire de Lyon la première place de production de tissus. Alors, je ne sais pas s'il faut tirer gloire du fait que Lyon est devenu une place économique de première importance, mais le fait est qu'il faut, en tout cas il me semble qu'il faut retenir de cette idée-là que en laissant libre, c'est-à-dire ouvert les créations individuelles, on arrive à produire collectivement quelque chose de plus intéressant que quand on le met sous forme propriétaire. C'est une discussion qui est très actuelle. Mais pour revenir à ta question, je pense que si on se prive justement de la remontée dans le temps, on se confronte à des notions en les regardant comme des nouveautés, et donc en se privant justement de l'idée qu'on doit ces nouveautés à un travail historique, collectif, qui a son temps, qui a sa profondeur.
Et du coup, on passe à côté de l'essentiel. C'est-à-dire qu'on attribue à des noms, à des personnes, à des slogans publicitaires, à des marques, à des articles de presse, à des discours médiatiques, quelque chose qui est en fait le produit d'une construction humaine collective de long terme. Donc la collection des précurseurs de la décroissance, qui revient sur cette idée de proposition alternative à un mode de société qui serait basé sur le productivisme, la consommation, sur l'extraction des ressources du sol, etc., sur les formes d'échange basées sur des logiques d'usage plutôt que sur des logiques de valeur et de profit. Cette idée-là, elle a une tellement grande profondeur historique que la pensée de la décroissance se retrouve aujourd'hui dans des écrits de l'Antiquité grecque ou des penseurs de la Chine, de Lao Tse ou du taoïsme, et aussi dans des penseurs beaucoup plus directement concernés par l'idée de décroissance. Mais c'est une forme d'appréhension de la vie en commun qui a trouvé constamment des formes d'expression dans l'histoire humaine. Ces expressions ont constamment été reléguées et laissées de côté au profit d'autres choix qui sont ceux qui nous ont conduits à ce qu'on vit aujourd'hui. Et ça ne veut pas pour autant dire que ces choix-là, on doit considérer qu'ils sont nuls et non avenus. Et le principe de la collection, c'est de montrer justement qu'on peut se les réapproprier et qu'on peut faire émerger de la masse de la pensée dominante aujourd'hui des choses qui n'ont pas forcément eu leur droit de cité à un moment donné, mais qu'on peut continuer à se réapproprier et à intégrer à quelque chose qui serait peut-être une proposition de société alternative. Donc la notion d'histoire est omniprésente dans pratiquement toutes les collections du Passager clandestin. Je ne sais pas si on va parler à la fin de la collection des Chroniques, une réédition de textes anciens. On voit qu'il y a des problématiques qui ont été perçues à un moment donné, qui ont donné lieu à des propositions littéraires, technologiques, politiques, sociales et autres. Et que prêter l'oreille à ces propositions-là, c'est se donner une chance de les construire avec un peu plus de solidité, plutôt que de feindre de les redécouvrir aujourd'hui.